Bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence pour cette nouvelle leçon des images, puisque chaque jour à 19 heures pendant le festival Hors Piste du Centre Pompidou, eh bien, nous avons invité une voix issue d'horizons très différents, chercheurs et chercheuses, journalistes, artistes, cinéastes, créateurs, pour écrivains, écrivaines, pour discuter d'images et poser leur voix sur une séquence d'images ou des séquences d'images qui les auront particulièrement frappés durant l'année écoulée. Aujourd'hui, nous avons la très grande joie de recevoir Frédérique Aït-Toiti. Je la présente brièvement, s'il en est besoin. Frédérique Aït-Toiti est historienne de la littérature et des sciences modernes, spécialiste du XVIIe siècle. Vous êtes également dramaturge. On connaît l'importance des travaux que vous avez menés avec Bruno Latour à la frontière des sciences humaines et de la scène. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche sur les arts et le langage. Vous avez travaillé au confluent, à l'intersection entre les questions de littérature et d'art. Vous avez tout récemment, sorti un très très beau livre avec des complices architectes autour de la redescription du monde et de la redéfinition des cartes qui s'appelle Terraforma et que je recommande à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup à Géraldine Gomez et à Mathieu Pot-Bonneville de leur invitation au Festival Hors Piste. Merci à tous d'être là. Je suis très heureuse parce qu'il y a exactement un an, on était invités, je dis on, je vais définir ce on très vite, on était invités pour présenter à Hors Piste, ici même, un tout début de projet de spectacle qui a pris du temps à se développer et qui s'appelle désormais Moving Earth. Et je vais tout de suite développer ce on, ce nous, parce que je suis toute seule à parler ce soir, mais en fait je suis nous. Derrière ce jeu, il y a toute une troupe de théâtre, comme on dit, toute une compagnie de théâtre. Les gens avec qui je travaille dans ma compagnie, Zone Critique, depuis une dizaine d'années maintenant. Et il y a en particulier Patrick Lafond-Delojo, qui est vidéaste, scénographe, et vous allez voir pourquoi sa présence est importante à mes côtés virtuellement. Il y a aussi Bruno Latour, puisque je travaille avec lui dans cette compagnie depuis 10 ans, et puis également Duncan Evenou, acteur, comédien, qui a repris le spectacle. Alors pourquoi je vous parle de ce petit groupe? Déjà pour qu'on se présente, pour qu'on voit à qui on a affaire, et puis aussi pour vous expliquer pourquoi, ça peut paraître étrange, pourquoi un metteur en scène est invité à Hors Piste parler d'images animées, d'images filmées. A priori, on est bien d'accord, ce n'est pas mon médium, ce n'est pas mon objet, ce n'est pas ma façon de travailler, ni mon matériau de travail. Mais ce qui s'est passé, c'est pour ça que c'est important et intéressant pour moi d'être à Hors Piste cette année, c'est que entre les tout premiers balbutiements de ce projet dans la grande salle du Centre Pompidou le 20 janvier 2019 et aujourd'hui, il y a eu des images, et il y a eu des images qui ont totalement bouleversé ce projet de théâtre. Et donc, quand Géraldine m'a proposé de venir parler d'images de foule qui m'avaient marquée en 2019, j'ai immédiatement pensé à ces images que je vais vous montrer dans un instant, qui ont totalement fait bifurquer le projet, qui ont totalement transformé une pièce de théâtre en autre chose. Alors ces images, je les mets pour qu'on les regarde un tout petit peu ensemble, et ensuite je vais vous expliquer ce qu'elles ont fait. Une nouvelle journée de mobilisation pour le climat à travers la planète. Comme chaque vendredi depuis plusieurs mois, des millions de jeunes sont descendus dans les rues des grandes villes, de Madrid à Montréal en passant par Wellington ou Casablanca. Partout, des cortèges colorés et des slogans percutants, et toujours une même exigence, ne plus se contenter de grands discours. Cela montre que l'heure est désormais à l'action, affirme cette étudiante néerlandaise. L'ampleur de ces mobilisations reflète une prise de conscience initiée il y a un an par la jeune Suédoise Greta Thunberg. La militante défilait ce vendredi au Canada, mais ses propos, ses slogans circulent désormais à travers le monde. Je suis venue ici, explique cette jeune Hongroise, parce que si un jour j'ai des enfants et des petits-enfants, je veux qu'ils puissent avoir une planète sur laquelle grandir.
Cette journée de... Une... Alors j'arrête un petit peu, je vais laisser défiler celle-là en fond. Comme nous tous l'année dernière, parmi toutes les images de défilés, de manifestations qui étaient sur YouTube, puisque la commande de hors-piste c'était de parler d'images YouTube, toutes celles-là je les ai trouvées sur YouTube. Parmi toutes ces images qu'on a tous regardées l'année dernière, il me semble que ces défilés-là, avec non seulement des jeunes qui parlent de leurs enfants futurs, mais des enfants dans la rue. Il me semble que c'est un type de manifestation, un type de défilé, un type d'image qu'on n'avait jamais vu dans cette ampleur-là. En tout cas, moi et nous, dans cette compagnie de théâtre dont je vous parlais, on a été totalement bouleversés et on a été obligés de repenser complètement le projet à cause de ces images. Alors, je repars un tout petit peu de ce projet pour vous montrer comment des images YouTube peuvent percuter en quelque sorte un projet de théâtre. Et vous allez voir comment on les a travaillés, alors que ce ne sont pas, encore une fois, nos premiers, je dirais, matériaux évidents de travail. Alors, le projet de départ, c'était de faire un parallèle entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, le projet de départ de cette pièce. C'était de parler de la terre qui bouge, qui se... Je vais les arrêter parce que les enfants, c'est très connu en théâtre, les enfants sont beaucoup plus puissants que n'importe quoi d'autre sur scène. Si vous mettez sur scène un enfant ou un animal d'ailleurs, il peut se passer, on peut continuer à parler comme des adultes à côté, ça s'annule. Donc je les arrête un tout petit peu, mais je les remettrai. En fait, la question que j'aimerais poser avec vous ce soir, c'est quelle est la transformation opérée dans les formes de lutte qu'on connaît, qui sont ici. Qu'est-ce que ça fait à nos défilés? Qu'est-ce que ça fait aux manifestations? Qu'est-ce que ça fait à la question de la lutte d'avoir brusquement des enfants? Et en fait, cette phrase est devenue, pour nous, pour Bruno Latour, pour Patrick, pour moi, elle est devenue obsessionnelle. Les enfants sont dans la rue. Les enfants sont dans la rue et ils sont en train de transformer le lieu de la parole, le lieu de la contestation, le lieu de la protestation. Ils sont en train de faire une espèce de retournement de l'ordre classique des générations. Et c'est ça qui nous a obligés à complètement reprendre depuis le début le travail et à nous dire on ne peut pas simplement parler en adulte. On est obligé de faire une place à cette parole-là, on est obligé de faire une place à cette parole qui nous dit quelque chose de ce qu'on a commencé à appeler la crise de l'engendrement. La crise de l'engendrement, c'est quoi? C'est brusquement le sentiment que l'ordre normal des générations, ce cycle de vieillesse, maturité, vieillesse, et puis prise de relève de la jeunesse, ce cycle était en train de se tordre, que quelque chose était en train d'être dérangé, si vous voulez, profondément, dans une chronologie classique de la prise de parole. Et ça, c'est quelque chose, quand on fait du théâtre, quand on s'intéresse au réchauffement climatique, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Alors, on s'est mis, et ça, c'était assez nouveau pour moi, en résidence d'écriture de théâtre, on s'est mis à regarder YouTube toute la journée. On a regardé absolument tout ce qu'on a pu de paroles, de prises de parole, de Greta Thunberg évidemment, mais aussi d'autres enfants qui prenaient la parole, pour essayer de comprendre qu'est-ce que cette parole-là, assénée de cette manière-là, transformée à tous les niveaux. Déjà dans notre compréhension évidemment de la crise climatique, qui est notre sujet depuis longtemps, mais aussi dans notre compréhension de ce que c'est que la lutte et de ce que c'est que l'ordre des générations. Et voilà, donc je ne l'ai pas pris ici, mais vous l'avez tous entendu, le discours de Greta, qui est un discours très très étonnant dans son sérieux. Et quand on regarde ces manifestations, quand on regarde ces images, on va en regarder d'autres. Ce qui est très impressionnant, c'est que bien sûr, la figure de l'enfant est métamorphosée. L'enfant, brusquement, est le personnage politique, public, qui
est détenteur de la parole de sérieux, la plus aiguë, la plus tranchante, la plus urgente, la plus bouleversante pour nous. Et donc cette espèce, encore une fois, de torsion de l'autorité de la parole, c'est ça qui nous a vraiment touchés et qui nous a obligés à nous-mêmes nous incliner, en quelque sorte, devant cette autorité de la parole des enfants. Real action, and they're saying a system change, not climate change, because they recognize, and politicians need to recognize, that this is big and that we need big politics, big action, big initiatives. I suppose it shows that it's not simply Mull an Oiga, but Lan an Oiga, follow the youth, because there's certain... Alors je parle d'autorité, mais il y a aussi beaucoup de joie et beaucoup de rire et beaucoup évidemment d'impertinence dans ces défilés-là. Mais j'ai trouvé ça assez passionnant, on a trouvé ça assez passionnant tous de comparer ces images YouTube avec ces images qui déferlaient en 2019 et qui continuent à déferler des manifestations d'adultes. Voilà. Qu'est-ce que c'est si on met côte à côte les manifestations d'enfants, les manifestations d'adultes? Qu'est-ce qui est gardé des codes classiques? Qu'est-ce qui est transformé par le jeu? Qu'est-ce qui est transformé par la jeunesse des corps et des voix? Qu'est-ce qui est transformé aussi par la prise de parole d'une génération à laquelle, normalement, on ne donne pas la parole. Je vous parlais tout à l'heure de sérieux, et ça, évidemment, pour des gens de théâtre, c'est très intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans la parole de Greta ou d'autres enfants qui prennent la parole aujourd'hui de manière politique, qu'est-ce qui vient fissurer, comment cette parole enfantine vient fissurer un certain sérieux de la parole des adultes. Voilà, c'est des questions qui sont, pour moi, des questions d'énonciation, mais qui sont aussi des questions de théâtre et des questions, évidemment, simultanément politiques. Et des questions de mise en scène. Ce qui est très frappant, c'est qu'ils reprennent les codes des manifestations, ils reprennent un certain nombre de modèles, hein, tout en se les réappropriant et en renversant, comme je le disais, l'ordre de l'autorité. Ça, c'était la première partie de ce que je vais vous dire. Et rapidement, parce que je voulais parler juste un petit quart d'heure, 20 minutes, j'en viens à la deuxième partie, à comment ces images-là, dont j'ai essayé de partager avec vous l'émotion, hein, ce qu'elles nous ont fait, comment ces images-là sont devenues absolument centrales dans ce projet de pièce. Alors en deux mots, ce projet raconte une autre sorte de soulèvement. Le soulèvement de ce qu'on pourrait appeler, avec Bruno Latour, le terrestre. Hein, l'impression qu'on est sur un sol qui brusquement bouge. D'où d'ailleurs ce titre de pièce qu'on a fini par trouver, Moving Earth, avec ce moving qui a tous les sens possibles du mot moving. Ça bouge, le sol s'effondre, ça nous émeut. Et bien sûr, c'est en lien direct avec le moving des soulèvements des peuples, comme on le voit dans Hors-Piste, qui marque l'année 2019, avec les gilets jaunes, avec les grèves, avec les manifestations de plus en plus puissantes dans le monde entier. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, mes collègues et de l'université sont en mobilisation. Donc il y a évidemment ce sentiment d'un tournant politique depuis plus d'un an. Alors comment ce soulèvement-là, à la fois terrestre si on veut, et social, peut devenir une matière à spectacle? Eh bien, voilà ce qui s'est passé. En fait, on est parti de ces images. Non seulement elles ont bouleversé le projet, mais elles sont devenues le point de départ du spectacle. On ne pouvait plus faire comme si on n'avait pas vu ces images-là. On ne pouvait plus faire tranquillement notre projet de spectacle, qui était de comparer la révolution galiléenne du XVIIe siècle et la crise et la révolution de la conception de la Terre que nous sommes en train de vivre. Ce parallèle était
bien adulte, bien sérieux à faire. Hein. C'était un parallèle d'historien des sciences, de philosophe, de metteur en scène. Eh bien, ce parallèle a été, encore une fois, percuté par ces images-là. Et voilà ce qu'on en a fait comme point de départ du spectacle. Je vous montre les premières images. Si vous étiez au Théâtre des Amandiers, au Théâtre de l'Odéon la semaine dernière, vous auriez eu en très très grand, 10 mètres sur 15, j'y reviendrai, c'est tout l'intérêt du théâtre, de transformer le statut même des images YouTube. Mais je vous laisse voir la bizarrerie de ce qu'on a fait. Alors normalement, il n'y a pas cette petite musique que vous avez entendue. C'est plutôt ou bien le silence, ou bien la musique de la foule. Je vous explique ce qui se passe dans cette image. Ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'on trouve plein de choses. On trouve des images de manifestations, et puis c'est aussi un énorme stock d'images, je ne vous apprends rien, hein, d'archives de films. Et en travaillant sur ce parallèle entre Galilée et aujourd'hui, on est tombé sur ce film assez extraordinaire, film fait pour la télévision de Joseph Losey, à partir de la pièce de Brecht, La vie de Galilée. Et ce film, comme les manifestations des enfants, est devenu un des matériaux du spectacle. Alors, dans le film, donc vous suivez, hein, Joseph Losey fait, dans les années 70, en 72 je crois, une espèce de série télévisée sur la vie de Galilée, de Brecht, pièce de 1943, racontant la vie de Galilée de 1610. Vous voyez le feuilletage temporel. Et nous, on s'en sert aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au cœur de cette pièce et du film de Losey, il y a un carnaval. Il y a une scène de carnaval. Et donc, il y a une scène, elle est déjà, je vais la repasser, il y a une scène de manifestation populaire, il y a une scène de défilé. Et dans ce défilé, on a des habitants de Florence qui viennent de comprendre ce que Galilée est en train de leur dire. Galilée leur dit « Votre monde n'est plus le monde que vous croyez. La Terre n'est pas au centre de l'univers et stable. La Terre bouge autour du Soleil. » Et là, dans le carnaval, il y a une espèce d'énorme d'énormes défilés qui traînent la tête de Galilée au sol et qui renversent surtout tout l'ordre social, puisqu'ils ils comprennent que si on suit Galilée, eh bien, dans ces cas-là, les femmes vont se mettre à diriger les maris, les enfants vont se mettre à diriger les parents, et on a tout l'ordre social bien installé qui est remis en cause possiblement. Et donc, on avait... donc là, voilà, on a cet étrange montage que Patrick Lafont-Delogeau a un tout petit peu retravaillé depuis, notamment en faisant de l'étalonnage, hein, en étalonnant les images des manifestations d'enfants comme le Losey, pour avoir cet effet un petit peu plus, encore plus étrange. Ce qui m'intéresse dans ce montage, je sais qu'ici il y a eu des montages d'images toute la semaine. Ce qui m'intéresse dans ce montage, en deux mots, c'est comment une image YouTube peut devenir une matière, encore une fois, de spectacle. On l'a fait en faisant 2 ou 3 petits glissements. Et je vous laisse juge de la pertinence de la chose. D'abord, je le disais, l'échelle. Les images YouTube, les images des manifestations prennent, lorsqu'elles sont dans l'espace du théâtre, une force assez extraordinaire, puisque brusquement, elles deviennent des gros plans. Hein. Donc, vous avez les pieds des manifestants. Faut les imaginer, je les mets en fond. Les pieds des manifestants, les visages, hein, qui deviennent évidemment comme des figures, comme des fresques immenses, lorsqu'elles sont projetées sur ce qu'on appelle un cyclorama. Donc là, on passe de l'écran de la télévision ou du téléphone au cyclorama de théâtre. Et il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce déploiement comme ça de l'échelle.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on en a fait un montage en boucle. Et donc, on a cet effet comme ça de boucle d'images qu'on a lorsqu'on découvre ce genre d'images à la télé ou sur YouTube. Deuxième déplacement, donc je vous le disais, le montage. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir une discussion. Je sais que ce n'est pas le lieu de la discussion, mais d'avoir éventuellement, avec certains d'entre vous, une discussion là-dessus un jour, à un moment. Qu'est-ce que ça veut dire de monter ensemble une fiction, un film de fiction, un losé, et des images YouTube? Ce qui était intéressant pour moi dans l'idée de faire ça, c'était que ça parle à la fois du parallèle qui nous intéresse avec Bruno Latour, c'est-à-dire du parallèle entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, et en même temps, ça utilise en quelque sorte le film de Losé comme un document. On n'a pas évidemment d'image de ce qui s'est passé à Florence en 1632, on n'a pas d'image de la réaction du peuple italien lorsque Galilée a eu son procès, et ensuite on n'a pas ces images-là. Et donc là, le pari, c'était de se servir de YouTube en assumant la part comment dire, la part de décalage, de se servir de YouTube comme d'une énorme, si vous voulez, masse de documents, y compris fictionnels. Et ça, ce petit décalage m'intéresse beaucoup. Brusquement, prendre un losé sur YouTube comme une façon d'avoir un accès, évidemment, très, très médié, mais un accès à ces années 1610-1632. Bien sûr, l'autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que entre Losé, Brecht, Galilée et nous, il y a encore un autre décalage qui est fondamental. C'est que dans le losé, ce qu'on voit, c'est un carnaval. C'est la Chandeleur, là, comme vous savez. Vous savez ce que c'est que le carnaval? C'est un retournement de l'ordre social extrêmement puissant pour un retour à la normale. Et le carnaval, c'est donc, il me semble, extrêmement réactionnaire. C'est pendant 2 jours, les femmes vont être au centre. Pendant 2 jours, les enfants vont être les rois. Pendant 2 jours, les pauvres vont être au sommet. C'est ça le principe, enfin l'un des principes du carnaval, je fais ça à la serpe, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais le principe du carnaval, c'est que c'est un renversement provisoire. Et ce qui était très intéressant pour nous, c'était de mettre justement face à face le carnaval de 1632, le carnaval de Losé, le carnaval de la vie de Galilée de Brecht, qui est l'une des scènes, il a même appelé ça la scène du charivari, je crois, avec ce petit ton un peu de... Voilà, c'est le bazar, mais c'est le bazar pendant quelques jours, et ensuite, l'ordre revient. Et là, ce qui me semble assez stupéfiant avec les images des enfants dans la rue, c'est que ce n'est pas le carnaval. Et on revient à ce sérieux dont je parlais au début. Ils ne prennent pas le pouvoir pour faire la fête provisoirement et pour le rendre 2 jours après. Ils sont en train de le prendre vraiment. Et ces questions sont vraiment sur le devant de la scène. Ce n'est pas un carnaval. Ce n'est pas un carnaval, une manifestation filmée. C'est vraiment un soulèvement et un bouleversement qui ne peut plus être un retour en arrière et un retour à l'ordre établi. Je finirai là-dessus. Merci.